Donc, suite à la présentation de la séquence de la demande d'aide que je vous ai présentée tout à l'heure, nous avons une présentation des séquences vidéo que l'on fait à 2 reprises pour vraiment s'assurer que les participants au programme comprennent bien la séquence vidéo. Donc, la bibliothèque est présentée sous forme de séquence vidéo. Et lors de cette séquence-là, on effectue une pause à chacune des étapes, si souhaité, en soulignant aux participants de porter une attention particulière au contenu verbal et non verbal de la personne. Donc, on demande aux participants d'interpréter ce qu'ils voient. Donc, demander de décrire les signes non-verbaux observés, la position du corps, réceptif ou non réceptif, le contact visuel. Donc, on veut vraiment que la personne interprète le visuel au niveau de la séquence vidéo. Ensuite, on a la présentation des habiletés à enseigner sous forme de jeu de rôle. Donc, les animateurs effectuent un premier jeu de rôle. Lors de la démonstration, les animateurs soulignent chaque étape verbalement pour ensuite effectuer l'action. Ensuite, les participants sont invités à effectuer l'habileté enseignée avec un père accompagnateur. Donc, on leur distribue chacun un jeu de rôle, souvent en lien avec une difficulté personnelle que la personne présente. Un support visuel ou verbal est offert au besoin. Et il est possible d'exposer le diaporama, donc la séquence de « Je demande de l'aide » du modèle visuel comme soutien à l'application des étapes du jeu de rôle. Il est primordial de renforcer verbalement chacune des améliorations du participant tout au long de la période du jeu de rôle. Nos ateliers sont toujours suivis aussi d'une rencontre individuelle avec l'éducateur. Donc, l'éducateur responsable de la personne reprend le contenu de l'atelier et s'assure vraiment de la compréhension de chacun, en fait, de son usager, et peut émettre aussi des recommandations très individuelles selon le déficit de la personne et lui donne des exemples aussi très concrets de son vécu personnel. Donc, nous avons la rencontre de groupe et une rencontre en individuel avec l'éducateur pour venir consolider les habiletés. Au niveau de la généralisation des habiletés, donc l'intervention aura peu d'impact si les habiletés enseignées ne sont pas pratiquées et répétées quotidiennement dans des situations naturelles. Afin d'encourager la généralisation, l'exercice devrait avoir lieu dans différents contextes, comme par exemple à l'école, à la maison, dans les loisirs, avec des personnes différentes. Il est donc recommandé d'utiliser des occasions d'apprentissage multiples et variées. Un moyen de communication écrit peut être utilisé pour proposer aux parents des activités qu'ils peuvent faire en dehors du groupe. Donc, les feuilles d'activité se présentent de cette façon. Donc, par exemple, pour la demande d'aide, on peut proposer des activités de généralisation pour provoquer volontairement des situations problématiques. En fait, saboter l'environnement. On peut dire aux parents de ne pas mettre de fourchette sur la table à l'heure du repas ou cacher un objet dont la personne a besoin pour solliciter une demande d'aide chez elle. Donc, tout plein de petits trucs à ce niveau, donc pour venir pratiquer l'habileté sociale, je demande l'aide. Maintenant, je vous présente le programme d'éducation sexuelle. En fait, le programme a été réalisé en grande partie dans le cadre de travaux du Comité d'éducation sexuelle de 2008 à 2011. Donc, le comité a travaillé très fort et sur ce comité siégeait Carole Boucher, donc l'auteur du programme EVAS. Diverses techniques d'intervention sont mises en place afin de favoriser l'acquisition de connaissances chez le participant. Donc, on a la présentation magistrale de contenu théorique, on a du travail en dyade, des activités ludiques comme des images, des illustrations, des jeux d'association, des jeux questionnaires. On a un travail de réflexion et des échanges et des discussions. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment d'acquérir des connaissances et des attitudes nécessaires pour vivre une vie affective et amoureuse, saine et responsable chez des personnes ayant un TSA âgées entre 14 et 17 ans.
Pour ce même programme, un deuxième volet a également été adapté pour la clientèle adulte et un deuxième bloc avec des compétences plus poussées en éducation sexuelle a également été mis en place pour répondre à un plus grand nombre de participants. Toutes les activités peuvent se faire en petits groupes de 3 ou 4 personnes. On doit aussi s'assurer d'avoir 2 animateurs lors de l'animation. L'idéal, c'est d'avoir un homme et une femme pour animer l'éducation sexuelle. Notre réalité, c'est difficile d'avoir toujours un homme pour faire de l'animation. Je vous rappelle qu'on est 86% de femmes dans notre établissement, donc la majorité des éducatrices deviennent animatrices et animent le programme en éducation sexuelle. Il est obligatoire de s'assurer de la présence de 2 animateurs si jamais il y a des divulgations durant le programme. Un éducateur peut quitter avec l'usager et l'autre peut rester pour poursuivre l'animation. Je vous présente les 9 animations. Donc, nous avons la présentation du programme et le pré-test, l'introduction à la sexualité, la puberté, l'anatomie et physiologie des garçons et des filles, l'amitié et l'amour, la cybersécurité, la prévention des agressions sexuelles, les normes socio-sexuelles et le bilan et le post-test, encore une fois pour venir mesurer les acquis de la personne durant les 9 animations. Donc, encore une fois, le temps à prévoir est environ 90 minutes et nous avons un 15 minutes que nous gardons toujours à la fin de la rencontre pour laisser les participants être à l'aise de nous poser des questions ou, si ça leur fait vivre certaines émotions, de venir nous parler également. Donc, il y a toujours un 15 minutes de plus qu'on doit consacrer au retour de l'atelier. Là, je passe vite. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Encore une fois, je vous ai mis un exemple d'horaire. Ça s'apparente beaucoup aux habiletés sociales. Par contre, on parle d'éducation sexuelle, donc c'est ce qui diffère d'un programme à l'autre. Et je vous avais mis également un exemple d'activité, comme par exemple l'animation 5 sur l'amour et l'amitié. Par exemple, on peut commencer en expliquant qu'est-ce que c'est l'amitié. Et les comportements d'un ami, qu'est-ce que ça peut être un comportement qui nous prouve que la personne est notre ami. Donc, c'est l'exemple d'un atelier qu'on peut faire avec les participants. J'avais une autre activité que je voulais vous présenter, mais je vais passer très rapidement, mais c'est toujours accompagné également d'une activité sur les émotions. Donc, on fait des mises en situation à la fin de l'atelier et on vient demander aux participants comment tu te sens. Et on vient aussi pratiquer la théorie de l'esprit, la pensée sociale, en demandant comment doit réagir Paul face à cette situation. Donc, en plus de travailler l'éducation sexuelle, on vient travailler les habiletés sociales, la pensée sociale, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Hein? On en a parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé des prérequis. Donc, les habiletés sociales est un prérequis également pour le développement des relations sexuelles et affectives. Quelque chose de très important à prendre en considération pour faciliter l'atteinte des objectifs. Dans le fond, les animateurs doivent adapter le déroulement des rencontres aux caractéristiques de leur groupe de participants, se référer aux diverses lectures suggérées dans le cadre du programme. Donc, les éducateurs, surtout la première fois qu'ils animent le programme, doivent vraiment être à l'aise avec l'éducation sexuelle. C'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise de parler d'éducation sexuelle. Donc, nous avons beaucoup de références. Isabelle Hainaut, par exemple, qui est une sommité en éducation sexuelle auprès de la clientèle TSA. Donc, nous avons des références très pertinentes que l'éducateur doit s'approprier le programme avant de faire sa première animation. Il est soutenu aussi par une formation et par son superviseur clinique. Nous avons
beaucoup, beaucoup d'outils d'intervention. Donc là, Marie-Hélène et moi, nous vous avons présenté des programmes, mais nous avons également des outils d'intervention pour travailler différentes habiletés. Je ne pourrai pas tous les passer. Vous avez les références dans votre cahier du participant. Je vais prendre par exemple, pour travailler la pensée des autres, nous avons la conversation en bande dessinée, le curriculum caché, l'esprit des autres, les faux pas, les scénarios sociaux, Strange Story. Donc, nos éducateurs ont tous un coffret d'outils mis à leur disposition et selon le besoin, selon l'analyse, selon l'évaluation, ils viennent chercher l'outil le plus approprié pour venir répondre aux besoins de la clientèle. Donc, ils ont rédigé l'objectif et pour répondre à cet objectif-là, ils viennent cibler des moyens pour atteindre l'objectif au bout de l'épisode de service. J'aurais terminé au niveau des relations interpersonnelles. Est-ce qu'il y aurait des questions avant que je rentre dans l'intégration au travail? Oui. Je demandais juste, c'était allé assez vite, est-ce que vous pouviez revenir sur le contenu des 9 ateliers, s'il vous plaît? Merci. Voulez-vous avoir une description de ce qu'on retrouve dans ces 9 ateliers? Oui. En fait, dans le premier atelier, Introduction à la sexualité, on demande à aux personnes de nous nommer dans leurs mots qu'est-ce que le mot sexualité est pour eux. Donc, c'est quoi la signification du mot sexualité? Et nous, on va leur enseigner les mots appropriés pour parler de sexualité. Et les règles seront très claires au niveau de la vulgarité, des mots qui ne sont pas adéquats à utiliser. C'est vraiment une règle très stricte qu'on va leur enseigner dès le début de l'atelier. Et ensuite, on va faire la définition de qu'est-ce que c'est que la sexualité. Au niveau du thème 3, la puberté, on va regarder les stades de développement physique des garçons et des filles. Et on va regarder également le changement physique lors de la puberté. Anatomie, physiologie des garçons et des filles, le thème 4. Donc, nous allons regarder les organes génitaux masculins et féminins, la connaissance des organes, l'association aux modèles féminins et masculins pour qu'ils apprennent à se connaître, mais à connaître également le sexe opposé. Nous allons faire des présentations visuelles sur l'anatomie et la physiologie des personnes et on va expliquer chacun des organes génitaux. Ensuite, le thème 5, amour et amitié. Donc, on va faire la définition de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'amitié. On va vraiment venir voir la différence entre l'amour et l'amitié. Souvent, c'est confondant pour eux de délimiter un peu une personne qui est gentille avec moi, c'est mon amoureux, non, c'est mon ami. Donc, de venir vraiment préciser qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'amitié, les comportements qu'on observe chez une personne qui est mon amoureux ou chez une personne qui est mon ami. Ensuite, au niveau de la cybersécurité, donc on va faire la description, décrire son expérience sur Internet. Donc, on va demander aux participants, que fais-tu comme utilisation d'Internet? Est-ce que tu chattes? Est-ce que tu fais des recherches documentaires? Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Donc, ça va nous donner un indice du niveau de sécurité que la personne a sur Internet. Ensuite, identifier les risques à l'utilisation d'une webcam. Nous avons tous une webcam après notre ordinateur. On leur apprend à ne pas se déshabiller devant la caméra, les gestes sexuels aussi qui sont interdits, et apprendre les comportements sécuritaires sur Internet. Et le thème 7, prévention des agressions sexuelles. On va faire la définition d'une agression sexuelle, comment dire non, et la source d'aide qu'on peut avoir, qu'on peut se référer en cas d'agression sexuelle. Donc, on leur laisse une liste de personnes à contacter si une agression sexuelle survient. C'est un peu plus précis. Pour information, sur Pau, il y a un psychosexologue spécialisé en TSA qui, justement, intervient dans les établissements. Il se déplace un petit peu partout, on me demande, en France.
Alors j'ai perdu son nom. Comment? Voilà. Donc, des fois, ça peut être intéressant pour déjà sensibiliser les équipes des établissements sur ce sujet-là avant de mettre en place quoi que ce soit au niveau de l'éducation à la vie affective et amoureuse sexuelle. Merci. Combien de temps? Juste pour voir si je passe la vidéo. Là, il reste combien de temps? Oh. J'avais une belle vidéo à vous présenter. Vous avez envie de... En fait, je voulais vous présenter la vidéo d'un jeune garçon qui a intégré le marché du travail au sein du CRDI-TED et un reportage a eu lieu sur cette personne qui présente un syndrome d'Asperger et son témoignage est encore une fois, touchant et il explique les difficultés qu'il a subies à l'école secondaire, au lycée, et toute la difficulté qu'il a eue également à rechercher un emploi. Donc, je vous passe ce vidéo. Cédric Allard rentre au boulot comme tous les jeudis. Depuis près d'un mois, il fait un stage de 2 jours par semaine au département de comptabilité du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie. Je peux pas copier. Pour Cédric, ce stage, c'est une grande victoire. Diagnostiqué Asperger à l'âge de 17 ans, il en a fait du chemin pour en arriver là. C'est le premier stagiaire que j'ai avec moi, puis ça la donnait bien parce que la tâche qu'il fait, c'est moi qui la faisais avant. Et Cédric comprend rapidement ce qui se passe, et puis les chiffres, c'est vraiment sa force. T'sais, au niveau du calcul mental, nous autres, on sort notre petite calculatrice parce qu'on n'est pas habitués. Lui, ça se passe tout dans sa tête. Cédric a toujours été différent des autres enfants. Au primaire, il a dû être aidé pour un trouble du langage. Il a aussi toujours été solitaire et sensible au stress. Mais c'est au secondaire que tout s'est compliqué. J'avais de stress qui était quand même assez élevé. Je le gérais bien moins qu'avant. J'avais aussi, je veux dire, l'interaction sociale, je ne savais pas trop comment, puis ça m'affectait tout le temps. Je veux dire, ça me tentait aussi pas d'aller vraiment dans les classes parce que je me faisais quand même écœurer un peu partout. Ça filait pas, j'avais des idées noires. Bien sûr, ça n'a pas été... Désolé, c'est un peu beaucoup de stress, mais je veux dire, ça n'a pas été... c'est dur de revenir là-dessus, je suis désolé. Mais non, il n'y a pas de... Ça a été des moments vraiment difficiles à passer, hein? J'ai dû éclater à l'école. C'est comme mon intervenante a dit, il faut de l'aide maintenant parce que sinon ça ne marchera pas. L'école a été difficile, bien difficile, surtout le secondaire. Ça a été dur. Puis là, on me téléphonait, puis là, on disait, ah, il était en crise. Puis au moment que j'arrivais, je le prenais dans mes bras. Il se calmait tout de suite. Une intervenante à l'école a finalement vu clair et remué ciel et terre pour que Cédric puisse passer des examens et enfin savoir pourquoi il était différent. Savoir qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. On savait qu'il y avait quelque chose. C'était pas notre imagination. C'était pas juste parce que c'était un gars. Tu sais, on disait, c'est ça, puis c'est comme ça, il est le même. Puis oui, ça y collait à lui. Puis moi, en tout cas, ça a fait un gros soulagement. Puis de voir aussi que là, il pouvait avoir des aides pour lui. Il n'était pas laissé à lui-même, parce qu'avant, il était vraiment laissé à lui-même. J'acceptais pas mon syndrome. Je voulais pas que les gens le sachent. Je voulais être comme eux. Mais bon, être comme des gens normaux, j'ai jamais été normal, puis les gens autour de moi n'ont jamais été normaux. Alors je vois pas le but de pouvoir devenir quelqu'un de normal. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, pourquoi lui, il a le droit de faire ci ou ça? Alors là, pour moi, ça a dû éclater parce que je voulais pas que les gens le sachent, mais ça m'a forcé quand même à le dire. Est-ce que ça t'a fait du bien, ça, que les gens te laissent tranquille, arrêtent de t'écœurer? Ah, je suis un bien fou. Il fallait qu'il fasse un projet, puis il avait fait ce projet-là, il était venu là-dessus. Fait que tu avais fait ça pour l'école. C'est ça. À partir de ce moment, le parcours scolaire de Cédric s'est beaucoup mieux déroulé.
Et il a même décidé d'entreprendre une formation professionnelle en comptabilité. C'est lorsqu'il a voulu intégrer le marché du travail que ça s'est corsé. Il a envoyé une centaine de CV, une dizaine d'employeurs l'ont rappelé. Il a passé 7 entrevues, mais sans décrocher d'emploi. Tu les as informés pendant l'entrevue que tu étais Asperger. Comment ils réagissaient? Ben, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, il faut que je les avertisse que c'est quand même pas une maladie, là. Moi, je peux pas me faire soigner là-dessus. Il y en a qui savent même pas c'est quoi, ou ils savent un tout petit peu, mais c'est pas clair pour eux autres. C'est une personne qui est pas capable de travailler, qui est enfermée dans sa bulle, puis qui se tient les oreilles, puis il répète 3 fois le même mot, là. Oui, c'est difficile parce que c'était ça. Nous, en tant que parents, en tout cas, on voudrait bien qu'ils réussissent bien, puis c'est normal. C'est normal, on veut qu'ils réussissent dans la vie, mais c'est ça. Moi, je dis, oui, il y a la facette expérience, mais il y a la facette Asperger aussi, qui fait peur aux gens. C'est là que Lucille Frigon, agente d'intégration pour les personnes avec des troubles envahissants du développement, est entrée en ligne de compte à la demande de l'intervenante de Cédric. Elle lui a trouvé son stage pour lui permettre d'acquérir de l'expérience. Faut que je revienne à mon PowerPoint. Quand je l'ai. Oui. Donc, le témoignage de Cédric nous révèle plusieurs choses. L'attente du diagnostic. Cédric a reçu son diagnostic à un âge quand même avancé. Donc, toutes les difficultés qu'il a eues au secondaire, à l'école secondaire. Et ensuite, c'est quand même une personne de haut niveau qui a une formation et quand même, au niveau de l'intégration au travail, c'est un défi très, très, très difficile d'obtenir un travail et d'avoir un emploi rémunéré n'est vraiment pas facile pour la clientèle. Donc, lorsqu'on pense à des gens avec des déficits plus importants, le défi est d'autant plus grand. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'au cours des dernières années, de plus en plus de personnes ayant un TSA manifestent le désir d'intégrer un emploi et tentent de faire leur place sur le marché du travail. Nous avons élaboré un parcours d'intégration au travail pour les personnes présentant un TSA qui vise la préparation, l'intégration et le maintien à l'emploi. Lorsqu'on parle de maintien en emploi, c'est le grand but ultime du parcours d'intégration au travail, mais très peu de clients obtiennent un emploi rémunéré. Donc, notre but, en fait, c'est lorsque la personne nous nomme son projet de vie, c'est le but que l'on met à la finalité du parcours d'intégration au travail. Dans le meilleur des mondes, ça serait pour tout le monde un emploi rémunéré, mais nous fixons vraiment l'objectif personnel que la personne va nous nommer. Donc, une personne peut nous dire « j'aimerais avoir une activité valorisante 3 fois par semaine ». Donc, c'est notre but visé pour travailler le parcours d'intégration au travail. Donc, le parcours d'intégration au travail s'inscrit dans l'offre de services de la Fédération et celui du CRDI TED dans l'adaptation-réadaptation en contexte d'intégration au travail. Donc, c'est un service qu'on offre et que je vous ai expliqué hier pour les personnes de 16 ans et plus. Et au niveau des personnes âgées entre 14 et 16 ans, on va travailler davantage au niveau de la préparation à l'intégration au travail. Donc, nous avons 3 conditions de réussite à l'intégration au travail. Donc, nous avons la formation, l'évaluation et les liens avec l'employeur. Donc, pour garantir une intégration réussie, on doit s'assurer d'avoir ces 3 composantes. Je vais vous expliquer chacune des composantes. Donc, au niveau de la formation, en fait, la formation aux intervenants qui détiennent une expertise en intégration au travail doivent avoir une connaissance des difficultés rencontrées par les personnes dans leur milieu de travail et leurs meilleures solutions à envisager, une connaissance pratique de l'évaluation formelle et informelle, donc le processus et les outils d'intervention en lien avec l'intégration au travail,
une connaissance théorique et pratique des stratégies à adopter pour soutenir la personne en contexte d'intégration au travail. En lien avec l'évaluation, donc nous devons évaluer les intérêts et les habiletés de travail, les comportements professionnels attendus, les habiletés de communication, les facteurs liés à l'environnement, l'autonomie au travail et l'autonomie pour se rendre au travail. Est-ce que la personne a un moyen de transport pour se rendre dans son milieu de travail? Tout le soutien également de son environnement est évalué. Donc, encore une fois, je vous présente des outils d'évaluation qui sont priorisés en intégration au travail. Je vais vous les expliquer rapidement. Donc, l'évaluation des compétences fonctionnelles pour l'intervention. Encore une fois, tous ces outils sont disponibles avec les coordonnées qu'on vous a laissées dans le cahier du participant. Donc, l'EFI, c'est vraiment des activités que nous faisons avec la personne. Ça s'adresse à des gens ayant un TSA et une DI associée. Donc, nous leur faisons faire des activités et on vient coter selon la réussite, l'émergence ou l'échec du comportement. Nous avons 51 items à évaluer à l'intérieur de cet outil d'évaluation. Par exemple, on peut évaluer la communication réceptive, le travail de bureau, le travail ménager, l'autonomie personnelle. Excusez. Ensuite, nous avons l'IVIP, donc l'inventaire visuel d'intérêt professionnel, qui est un instrument de mesure des intérêts professionnels et un outil d'exploration de soi et du monde du travail. Donc, nous exposons des photos de différents métiers et la personne doit dire si oui ou non elle aimerait pratiquer ce métier. Donc, c'est vraiment une première approche pour venir cibler l'intérêt de la personne. Ensuite, nous avons l'IHSP, l'inventaire des habiletés socio-professionnelles, qui est un instrument de mesure qui vise à déterminer les capacités productives des personnes ayant un TSA ou une DI, et ce, afin d'accroître leurs possibilités d'insertion sur le marché du travail. L'IHSP peut être administré plusieurs fois dans un court laps de temps. Donc, une personne qui est en intégration au travail, dans un plateau de travail, par exemple, on pourrait administrer l'IHSP après 2 mois d'intégration, ensuite après 3 mois d'intégration, après 4 mois d'intégration, et ça nous donne un profil, donc un graphique de ses forces et de ses difficultés. Donc, on peut ajuster facilement nos interventions selon le graphique qui nous est présenté suite à l'évaluation. Ensuite, nous avons le portfolio professionnel. Je vous en ai parlé rapidement hier. En fait, c'est la compilation d'informations applicables concernant les compétences de la personne, les habiletés, ses intérêts, ses valeurs. Donc, c'est un outil qui appartient à la personne. Donc, c'est elle qui le complète si elle a la capacité de compléter son portfolio, soit par ordinateur ou sur papier. Le portfolio est séparé en 3 sections. Donc, on a mon passé, mon présent, mon futur. Donc, la personne peut insérer des tâches qu'elle a réalisées dans le passé, des petites tâches qui lui ont été confiées à l'école, comme par exemple arroser les plantes, garder le chien du voisin. Ça nous donne quand même des indices sur ses intérêts. Si la personne arrosait les fleurs et aimait beaucoup les fleurs, ça peut nous donner des indices de où on peut aller faire l'intégration au travail. Ensuite, mon présent, donc ce que la personne fait présentement comme tâche et ce qu'elle aime faire, ou ce qu'elle fait comme tâche et ce qu'elle n'aime pas faire comme tâche. Et ensuite, mon futur, c'est à ce moment-là qu'on lui demande qu'est-ce que c'est ton projet de vie et ensuite, on détermine les étapes que la personne doit faire pour y parvenir à son projet de vie. Je pense toujours que j'ai un autre diapo, je m'excuse. Ensuite, la trousse « Imagine ton avenir » qui favorise l'intégration en emploi des jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles pour une démarche d'orientation créative et structurée. La trousse « Imagine ton avenir » présente des activités aux adolescents et présente aussi des vidéos. Par exemple, on voit une personne à l'animalerie laver des cages à chiens. Animalerie, cage à chiens, ça va.
Ensuite, on peut même aller dans une animalerie avec la personne, lui faire laver la cage et ensuite revenir avec elle au bureau et lui demander comment tu as apprécié cette activité, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire dans ton futur. Donc, on la met vraiment en action pour qu'elle puisse vivre et non pas juste regarder quelque chose, une image ou une vidéo, qu'elle le vive vraiment pour avoir vraiment un senti, est-ce que la personne aime ou non cette tâche. Et ensuite, nous avons le T-TAP, qui est un outil d'évaluation formelle et informelle pour les adolescents et les adultes. Il permet d'évaluer les compétences et les comportements en lien avec les tâches de travail. Donc, c'est administré par le superviseur clinique en compagnie de l'éducateur. Donc, nous faisons faire des tâches très structurées à la personne, donc dans un contexte structuré. Par exemple, on lui demande de faire du triage, on vient coter comment la personne se présente à nous, comment la personne réagit à la correction d'une erreur. Et ensuite, on peut aussi aller dans le milieu de vie de la personne et venir également observer ses compétences. Donc, ça nous donne, c'est très, très riche comme information, ça nous donne un bon portrait des forces et des difficultés de la personne en lien avec certaines compétences professionnelles. Des questions? Oui? Donc ça convient aux personnes du trouble du spectre autistique, mais est-ce que ça convient aussi tous, par exemple, à des déficients intellectuels, ou il y en a qui sont vraiment que... Le T-TAP, pour l'instant, est utilisé seulement auprès de la clientèle TSA, mais on est à se questionner pour l'utiliser auprès de la clientèle DI parce que c'est un outil vraiment riche qui nous donne beaucoup d'informations. Pour tous les autres outils, on peut les utiliser avec une clientèle ayant une DI. Donc, un autre critère de réussite, c'est le lien avec l'employeur. Donc, c'est vraiment très important de planifier l'intégration dans le milieu de travail, de bien présenter la personne, ses capacités, ses forces. Donc, c'est vraiment nos leviers. Hein? On va croire au potentiel de la personne, donc on va miser sur ses forces, mais on va également informer l'employeur sur les particularités du TSA pour que l'employeur soit au fait également des déficits de la personne. On fait la présentation de la personne à l'employeur et le soutien auprès de la personne dans son milieu de travail. Donc, lors de l'intégration au travail ou de la préparation au travail, on est très présent dans le milieu avec notre usager pour lui faire apprendre les tâches qu'il doit accomplir dans son milieu de travail. Donc, je vous présente le parcours d'intégration au travail qu'on ne voit pas très bien. Est-ce que vous le voyez? Non? Désolée. En fait, je vais vous l'expliquer. Le parcours est divisé en 3 grandes étapes. Nous avons la préparation, l'intégration et le maintien. Donc, une personne qui fait une demande de service en lien avec l'intégration au travail, il sera très important de faire des évaluations pertinentes pour venir voir est-ce que la personne se situe plus au niveau de la préparation. Donc, une personne entre 14, 16, 18 ans, qui n'a jamais eu d'expérience de travail, d'expérience de stage à l'école. Donc, nous serons vraiment dans l'étape de la préparation. Ensuite, on a l'intégration au travail. Donc, une personne qui a déjà eu des expériences de travail, qui a fait des stages, différents stages, et qui a un portfolio quand même assez complet, on pourra peut-être débuter notre épisode de service à l'étape de l'intégration au travail. Nous allons avoir une courte petite période de préparation, bien entendu, au niveau de l'évaluation, mais rapidement, nous allons rentrer dans l'intégration au travail. Et ensuite, au niveau du maintien en emploi, donc souvent, c'est des adultes qui vivent beaucoup d'échecs en intégration au travail, nous demandent une demande de service en lien avec le maintien au travail. Donc, nous allons venir évaluer dans son milieu de travail qu'est-ce qui cloche. Est-ce que c'est l'environnement de travail? Est-ce que c'est les compétences qui sont à développer ou qui sont manquantes? Donc, chacune des étapes du parcours peuvent être travaillées en épisode de service très déterminé. Donc, la préparation permet une évaluation complète, on ne voit pas plus,
Des intérêts, des comportements et des compétences professionnelles de la personne. Donc, durant cette étape, la personne peut expérimenter le travail dans la communauté sur de courtes périodes structurées. Il s'agit d'un moment précieux pour développer les prérequis et consolider les acquis lors de journées carrière ou de laboratoires d'observation d'évaluation. En fait, des journées carrière, on peut l'actualiser avec la trousse Imagine ton avenir que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, aller dans une animalerie, faire le nettoyage d'une cage à chiens peut faire partie d'une journée carrière. Une autre personne qui aimerait travailler dans un garage, donc on peut communiquer avec un garagiste qui nous ouvre ses portes et on va passer 2-3 heures au garage avec notre personne pour voir si c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment au niveau de ses intérêts. Et les laboratoires d'observation, en fait, on va utiliser nos structures qui sont les plateaux de travail. Je crois que vous utilisez ce terme-là aussi, plateau de travail. Certains oui, certains non. En fait, c'est des plateaux qui sont desservis par notre établissement, CRDI TED, et c'est vraiment des tâches que les gens font dans un milieu où c'est davantage ségrégué. Donc, il va y avoir des personnes ayant un TSA ou des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, nous allons utiliser ces milieux de plateaux de travail pour venir faire des laboratoires d'observation. Donc, pendant une semaine, la personne peut exécuter certaines tâches et c'est à ce moment que nous allons prendre des notes sur ses habiletés, sa performance et ensuite, ça va nous donner des indices si la personne est prête à intégrer le marché du travail dans la communauté. Ensuite, l'intégration au travail. C'est le moment où la personne est prête à intégrer le travail. Elle est orientée vers le modèle de soutien qui correspond à ses besoins. Un soutien accru doit être apporté au milieu et à la personne pour faire de cette intégration une expérience positive. Comme je vous disais tout à l'heure, lors d'une intégration au travail, beaucoup de soutien est mis de la part de l'éducateur. La période d'intégration au travail est variable selon la personne et le milieu qui l'accueille. Donc, certaines personnes peuvent faire de l'intégration au travail durant 2 mois et être habilitées ensuite à obtenir un travail subventionné, par exemple. Et d'autres seront en intégration au travail pendant plus d'1 an parce qu'ils ont beaucoup d'habiletés à travailler. Donc, différents modèles de soutien sont offerts aux personnes qui intègrent le marché du travail ou un stage, par exemple. Il est important de comprendre important de comprendre les modèles de soutien à l'emploi comme étant des indicateurs de l'intensité de soutien requis par l'établissement auprès de la personne dans le milieu. Donc, la personne devrait cheminer d'un modèle de soutien intensif vers un modèle plus allégé. Donc, on a le modèle personnalisé du 1-1. Donc, l'éducateur est présent dans le milieu avec une personne en intégration. On a l'équipe mobile. Donc, c'est l'intégration de plusieurs personnes dans un même milieu à un même moment et exerçant le même type de tâches. Donc, l'éducateur supervise en fait de 2 à 3 usagers. Ensuite, nous avons le soutien collectif, qui est l'intégration de plusieurs personnes dans un même milieu et exerçant plusieurs tâches de nature différente. Donc, par exemple, dans un centre commercial, nous avons intégré 5 personnes, une qui est au comptoir, une qui fait l'entretien ménager des tablettes, une qui reçoit la marchandise et défait les boîtes. Donc, l'éducateur se présente sur le milieu et supervise l'ensemble des tâches et l'ensemble des personnes. Donc, on voit qu'il y a une gradation. Au début, on est en 1-1 et plus la personne évolue, plus on peut espacer nos visites et plus on peut inclure plusieurs personnes à l'intérieur même de notre supervision. Et le placement individuel, c'est que la personne est intégrée dans son milieu de travail et l'intervenant le supervise ponctuellement 1 ou 2 fois par semaine pour voir si tout va bien. Et le lien à ce moment-là est davantage avec l'employeur qu'avec l'usager. Et nous avons le maintien en emploi. Comme je vous parlais tout à l'heure, c'est le but ultime, mais on respecte vraiment le projet de vie de la personne et
nous allons cibler nos interventions selon son projet de vie. Avez-vous des questions en lien avec l'intégration au travail? Oui. Là, j'ai fait un survol vraiment rapide, je suis désolée. Je voulais savoir si au Québec, vous aviez, comme ici en France, des établissements, ce qu'on appelle, nous, des ESAT. Oui. En fait, les ESAT, c'est où vous reconnaissez les compétences des personnes. Ce sont des lieux de travail pour des personnes qui ne sont pas en capacité de travailler dans le milieu dit ordinaire et qui effectuent des tâches plus faciles, je dirais. Je pense que ça peut être le parallèle de nos plateaux de travail. En plateau de travail, les personnes, c'est offert par le CRDI et ils ont des tâches qui conviennent à leur capacité. Parfois, c'est des contrats qu'ils reçoivent d'entreprises, par exemple, défaire des sacs et trier des vis. C'est ça. Oui, nous avons les plateaux de travail. Et les employeurs, ils ont des aides financières quand ils prennent quelqu'un comme ça? L'emploi coûte moins cher? Oui, ils ont des subventions. En fait, c'est un autre organisme qui est notre partenaire. C'est un organisme en employabilité avec lequel on travaille en étroite collaboration. Donc, cet organisme-là a également un mandat d'aller chercher les subventions qui sont appropriées pour la personne. Je ne vous cacherai pas qu'au niveau financier, ce n'est pas facile pour personne, même chez nous. Donc, les subventions existent, mais on a des dates à respecter pour faire les demandes et l'employeur est subventionné pour l'espace d'une année et c'est reconduit selon certaines ententes, mais selon différentes subventions, l'entente peut durer un certain temps. J'avais aussi une question. Que faites-vous des personnes qui ne sont pas forcément intégrables professionnellement? Du coup, elles restent sur le plateau. Pour l'instant, certaines personnes peuvent rester sur les plateaux. Nous avons des centres d'animation également qui convient davantage aux clients ayant une déficience importante. Les centres d'animation, c'est davantage des activités valorisantes. On peut les faire dans la communauté, mais nous avons également des centres d'animation qui sont offerts par le CRDI-TED. Ce qui est important, c'est de poursuivre le développement des compétences de ces personnes qui restent sur les plateaux de travail quelques années, qui restent dans un centre d'animation. Donc, de poursuivre les interventions, d'avoir des plans d'intervention actifs, c'est notre priorité en deuxième ligne. D'autres questions? Donc, selon Marie-Hélène va poursuivre avec l'amélioration continue de la qualité des services. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous êtes un public très attentionné et c'est très agréable de vous communiquer nos pratiques.